Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manuel Ravier, qui est expert du domaine immobilier. Il a eu l'occasion de se spécialiser dans ce domaine depuis 2012. Il est aussi bien sûr investisseur et intervient régulièrement en tant que conférencier pour partager son expérience. Il a créé son entreprise, la société Investissement Locatif, en 2014 avec Michael Zonta, une société qui est aujourd'hui leader pour le conseil en investissement locatif dans l'ancien. Et il a aussi créé son podcast de l'investissement locatif. Donc si tu t'intéresses à l'immobilier et que le format podcast t'intéresse, je t'encourage à aller voir ce qu'il fait. Donc dans un premier temps, Manuel, un grand merci de pouvoir être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, surtout pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux donc nous parler de ton parcours et de ce que propose Investissement Locatif en quelques mots? Oui, alors avec grand plaisir. Encore une fois, merci de cette invitation parce que c'est une fierté d'être invité aux côtés d'autres entrepreneurs que tu as pu avoir avant sur le podcast. Et donc, je tiens vraiment à saluer la qualité de ton podcast. Merci. Alors, sur mon parcours, donc moi, je suis, comme tu l'as dit, avant tout un investisseur immobilier avec environ actuellement, bon, ça évolue en permanence, mais environ, je pense, 75 lots actuellement détenus, co-détenus, puisqu'on fait tout avec mon associé Michael Zonta, pour une valeur d'environ 15 millions d'euros. Il faut savoir que j'ai toujours des projets en cours. Notamment, en ce moment, j'ai 6 acquisitions en cours. Donc, ça va représenter, je ne sais pas, 1,5 million ou 2 millions supplémentaires de valeur patrimoniale. Alors, je me développe toujours avec de la dette et finalement, on propose au sein de l'entreprise que j'ai fondée, donc la toute première entité du groupe a été fondée en 2012, comme tu l'as dit, elle existe toujours, c'est l'agence de gestion. Donc, on a commencé par de la gestion locative de location meublée à Paris. Et très rapidement, on a répondu à la demande d'investisseurs à partir de 2013 dans de l'accompagnement d'investissement clé en main, donc on va en reparler un petit peu après. Et voilà, aujourd'hui, Investissement Locatif, ce n'est pas que moi, c'est 120 collaborateurs. Moi, c'est ma plus grande fierté parce qu'on a vraiment des gens de très grands talents, répartis dans une vingtaine de villes en France, donc dans quasiment toutes les grandes villes françaises. Et on fonctionne avec des hubs régionaux. Ça veut dire que, par exemple, on en parlait juste avant, tu me posais la question sur Lille, mais si quelqu'un veut investir dans la région lilloise, depuis nos bureaux lillois, on a une dizaine de personnes qui sont des archis, des chasseurs, etc. On est en mesure, selon ton projet, le rendement, la ville que tu veux, eh bien, t'accompagner aussi à Tourcoing, Roubaix, jusqu'à la ville de Valenciennes, par exemple, dans cette zone-là. Donc, effectivement, j'interviens régulièrement parce que moi, je suis passionné d'investissement immobilier avant tout et j'adore donner des conseils aux gens qui veulent se lancer. Donc là, ça peut être le sujet en 2021. Je sais que beaucoup de gens ont pris des résolutions. Et si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, le petit déclic, pour ces gens-là qui ont la démarche, ça sera avec grand plaisir. Ok. Alors, en ce moment, il faut le préciser, on a connu tout ce qui est crash Covid, on a eu toute cette période-là. Au vu de l'actualité et de tout ce qui vient avec justement ce phénomène, on n'est toujours pas sorti de cette crise. Quelles sont un petit peu les actualités que tu vois, les évolutions que tu vois sur potentiellement les différents prix, sur la demande, sur l'offre? Quel est un peu ton ressenti avec ces quelques mois de recul? Ouais, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que, en fait, je vais juste remonter jusqu'à l'année 2019. Donc, l'année 2019, il faut voir que c'était une année historique en termes de volume de transactions. Donc là, je ne parle pas que dans l'investissement immobilier. Il y a des gens qui ont acheté pour leur résidence principale. Mais ça a été une année où il y a eu énormément de ventes immobilières, pour faire court. On a dépassé le million de transactions. C'était la première fois dans l'histoire française. Et là, on était vraiment sur une tendance à la hausse. Donc, tous les indicateurs étaient ouverts. Tous les opérateurs, tous les gens qui travaillent de près ou de loin dans l'immobilier étaient, excuse-moi de l'expression, mais en folie. Ils se disaient tous, c'est génial, la croissance est là, 2020 va être une année magnifique. Et là, il y a eu une première chose, un premier grain de sable qui a été très négatif pour le marché immobilier et qui n'est pas lié au Covid. Ça a été ces fameuses recommandations, on en a énormément entendu parler, sur le crédit immobilier par ce Haut Conseil à la stabilité financière, HCSF. Vous en avez probablement entendu parler si vous vous intéressez au sujet, puisque on a eu énormément d'articles sur le sujet. Et en fait, c'était un premier coup d'arrêt. Donc, on a mal commencé 2020, avant même le Covid, à cause de ça. Pourquoi? Parce que d'un coup, les gens, c'était facile d'emprunter pour investir dans l'immobilier. On pouvait emprunter sans apport, on pouvait emprunter sur des durées très longues, etc., avec des profils peut-être un petit peu à risque. Et là, fin 2019, eh bien, ce Haut Conseil à la stabilité financière qui donne des recommandations aux banques a dit « Attention, le crédit immobilier a tendance à trop s'emballer et on pense que ça peut fragiliser le système financier du crédit en France. » Donc là, on a cette première recommandation qui a eu des incidences pour beaucoup d'investisseurs, peut-être certains qui nous écoutent,
et qui ont eu beaucoup plus de difficultés en 2020 pour obtenir des crédits immobiliers. Certains ont eu des refus de prêt, tout simplement. Et ça a pesé sur le marché en 2020. Donc, j'y reviendrai peut-être à la fin de cette petite rétrospective, si je peux appeler les choses comme ça. Donc là, on attaque 2020 quand même avec beaucoup d'enthousiasme de la part des acteurs immobiliers, un marché immobilier qui était en forte hausse encore sur le mois de janvier, je pense notamment au marché parisien. Et là, patatras, arrive ce fameux Covid, et puis arrive le premier confinement. Et là, c'est hyper intéressant parce que les gens me demandaient beaucoup mon avis, parce que je suis au contact à travers mes équipes, je ne suis pas tout seul, encore une fois. On est en contact avec le marché immobilier, et les gens, on entendait un peu tous les sons de cloche. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'immobilier va s'effondrer? Je lisais des articles alarmistes parce que ça vend du papier, des journalistes qui disaient à Paris, ça décroche déjà de 20%. Moi, je pensais évidemment, étant en contact, que c'était totalement faux, étant confiné. Mais j'appelais quand même, parce que je suis toujours de nature prudente, je préfère vérifier l'info. J'appelais mes chasseurs sur le terrain, je disais, mais voilà, on a 15 chasseurs à Paris, donc c'est quand même pas rien, qui toute la journée professionnellement font ça, et qui sont très bons. Donc je les appelais, je leur disais, je sais pas, je lis ces articles-là, je sais que c'est faux, mais est-ce que tu peux me donner ta tendance sur le marché? Et là, ils me disaient tous la même chose, ils confirmaient ce que moi je voyais à titre personnel, évidemment pas d'effondrement, des prix en tout cas. Sur les volumes, évidemment, quand on ne peut pas sortir de chez soi, il n'y avait plus de volume, le marché était à l'arrêt. Et donc on avait, pendant ce premier confinement, on était dans une espèce d'attente, on se disait, qu'est-ce qui va se passer à la reprise? À la reprise, toujours pas d'effondrement, et au contraire, et c'était hyper surprenant, j'avais des chasseurs qui me remontaient, ce qui me surprenait aussi à titre personnel, parce qu'on est cartésien, on se dit, ça n'a pas de sens. Il y a des difficultés économiques, le marché devrait, à tout le moins en tout cas, freiner son accélération. Eh bien non, dans certaines villes comme Marseille, Lyon, Lille, les chasseurs me remontaient à ce moment-là, me disaient, Emmanuel, c'est débile, là je vois partir des choses, ça se vend tout au prix, sur des très bonnes affaires bien entendu. Le marché est même haussier, donc j'étais surpris, et les chiffres sont tombés, effectivement, le marché a été haussier en 2020. Donc voilà, je ne vais pas vous faire mois par mois sur l'année 2020, ça serait un peu long, mais le marché a bien été haussier. Et sur le volume de transactions, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a eu ces deux confinements. Le deuxième était beaucoup moins strict, mais il y avait quand même des interdictions de visite, donc ça a quand même freiné les visites. Et pour autant, les chiffres viennent de tomber, puisqu'on est début 2021 quand vous écoutez ce podcast, et on voit que les chiffres en fait, de volume de transactions n'ont pas été mauvais. Et ça a été la deuxième année record. On a été juste en dessous de l'année 2019, voilà, pour 2020, mais on a été autour du million de transactions aussi. Donc, ce n'est pas une si mauvaise année dans l'immobilier. Ce que je vois, par contre, pour vous dire un petit peu les incidences que j'ai vues sur 2020, il y a eu l'incidence d'avoir beaucoup de gens qui, malheureusement, ont eu des refus de crédit. Ça, c'est un fait, notamment sur l'investissement immobilier, parce que avec cette règle du taux de 33% d'endettement sur lequel les banques ont été très strictes en 2020, ça ne veut pas dire que c'était toujours respecté, mais en tout cas, ça a été beaucoup respecté. Eh bien, certains se sont vus bloquer l'accès au crédit, et notamment on parle des primo-accédants qui n'avaient peut-être pas des revenus énormes. Donc là, c'est vraiment dommageable pour eux. Et puis, des investisseurs qui étaient déjà lourdement endettés, qui voulaient aller plus loin et qui ont eu des difficultés. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait aussi que le marché a été freiné. Fin 2020, donc on a eu de nouvelles directives et on a un petit peu desserré la bride avec ce haut conseil qui a un petit peu plus ouvert les vannes pour 2021. Pour une raison très simple, c'est que le marché immobilier, il faut savoir que ça rapporte énormément d'argent à l'État, déjà par l'activité économique qui est autour, la construction, la vente de logements neufs, c'est tout ce qu'on ne voit pas aussi, toutes ces entreprises qui payent de la TVA, de l'impôt sur la société, qui payent des salariés, enfin un secteur entier qui pèse lourd dans l'économie française. Je ne vais pas dire de bêtises sur le pourcentage, mais c'est très important. Et aussi, on voit que ne serait-ce que les droits de mutation, les impôts collectés ont été des impôts records en 2020. Donc, ça a rapporté énormément d'argent dans les caisses de l'État. Je crois qu'on est, après déduction de l'APL, autour de 20 milliards d'euros positifs collectés juste sur ces taxes-là. Donc, pour l'État, en fait, ça compte. Et donc, il est un petit peu partagé. Il faut comprendre que les décisions politiques qui sont prises, c'est délicat. Elles se disent d'un côté, on ne veut pas qu'il y ait un crash, évidemment, autour du crédit immobilier avec des gens qui ne peuvent pas rembourser. Donc, on veut être prudent, ce qui est logique. Je trouve que c'est plutôt ça. Et de l'autre côté, on se dit, si on bloque trop, on pénalise ce secteur qui est locomotive pour la France, pour les rentrées bien sûr fiscales et puis pour l'emploi, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup de secteurs qui sont touchés. Est-ce que c'est stratégique de venir pénaliser un secteur aussi important? Donc voilà, ils sont un peu toujours en train d'appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps, et on en est là. Mais on voit l'année 2021, nous, comme une année, moi ce que j'ai toujours dit depuis le début de cette crise, c'est qu'on serait dans une espèce de consolidation à plat,
c'est-à-dire un marché un peu flat, donc pas en forte hausse comme on l'a connu les années précédentes. C'est ce que je dis depuis le mois de février qu'on me demande mon avis, avant une forte hausse et une reprise de l'inflation. Et j'avais annoncé 12 à 18 mois. Donc vous voyez, ça nous emmènerait, à mon avis, à partir de mi ou fin 2021, de revoir une forte hausse, malgré la crise économique. Pourquoi? Parce que beaucoup d'argent ont été injectés, de l'argent a été imprimé, hein, aujourd'hui de l'impression physique, mais ont été imprimés par les banques centrales. Et on le voit, ce paradoxe de la hausse des actifs alors même qu'on est en pleine crise, vous le voyez sur le Bitcoin, c'est pas en soi un actif, mais quand même, il y a de l'argent qui arrive de manière massive dans ces crypto-monnaies, et surtout sur la bourse. La bourse a eu une très forte reprise en 2020, et au début, les gens ne comprenaient pas. Et je suis le premier à ne pas comprendre. Moi, j'attendais un crash en bourse pour enfin placer et avoir un bon point d'entrée. Je l'attends toujours. Parce que on est plus sur une bourse à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec l'entreprise fonctionne bien, le cours de l'action monte. On est sur beaucoup d'argent est imprimé, les banques centrales elles-mêmes achètent des actions, ce qui est quand même assez nouveau, par différents programmes. Moi, je suis pas financier, je ne suis pas économiste, ils en parleront mieux que moi, mais en tout cas, on comprend bien que de l'argent est injecté dans les actions, et donc c'est assez logique, plus le nombre de gens qui veulent acheter une action est élevé, plus la valeur de l'action augmente, même si les fondamentaux, c'est-à-dire les résultats de l'entreprise, ne sont pas forcément liés à cette croissance. Oui, complètement. Et de plus en plus spéculatif. Alors, ça tombe bien que tu parles justement de tout ce qui est crypto-monnaie, avec de plus en plus d'institutionnels qui rentrent sur ce marché par rapport à 2017, où on était beaucoup sur du grand public quand même. Au niveau des actions, très spéculatif aussi. Quand on voit Tesla, quand on voit des entreprises comme ça qui sont complètement décolérées de leur valeur, de leurs résultats en soi. Donc un mode de fonctionnement complètement qui évolue. On parle d'évolution, donc justement aussi sur le marché de l'immobilier, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. On a été obligé de s'adapter rapidement. Il y a eu des visites virtuelles qui ont été organisées, il y a eu différentes façons de s'adapter. Si jamais tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite se lancer dès maintenant dans l'investissement locatif, qui n'a encore jamais eu l'occasion de pouvoir, pour l'instant, acheter un bien, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelles erreurs seraient à éviter également? Alors, le premier conseil que je vais donner, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on parle de placements qui sont des placements qui vont vous engager sur des durées longues. On emprunte sur 15, 20, 25 ans. Et on emprunte sur des sommes qui sont très importantes par rapport au patrimoine de la personne. Donc, la première chose, c'est documentez-vous. Que vous le fassiez tout seul ou en passant, par exemple, par notre société d'investissement locatif. C'est la petite minute pub. Mais que vous le fassiez tout seul ou pas, entre guillemets, faites-le, peu importe. Moi, je dis toujours… si quelqu'un a écouté ce podcast, vu des vidéos, etc., et se lance tout seul, mais je suis le plus heureux. Parce que ce qui compte, c'est de le faire déjà. Mais vraiment, à minima, documentez-vous. Il y a beaucoup d'informations gratuites déjà sur Internet. Dans ce podcast, je vais vous donner bien sûr des conseils. Mais documentez-vous, se former, c'est la première chose pour ne pas faire n'importe quoi. La deuxième chose, c'est de savoir passer à l'action. Moi, ce que je vois, donc là, ça va être peut-être des lieux communs avec d'autres entrepreneurs, ce qu'ils ont pu te dire, mais quand je vois un investisseur immobilier qui réussit, un investisseur qui n'en est pas vraiment un, finalement, il achète peu de choses, le facteur qui les différencie, c'est l'action. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, tu vois. On peut faire des choses et se tromper. Donc, il faut essayer de se tromper le moins possible, bien entendu, quand on crée une boîte ou dans l'immobilier, parce que ça peut avoir des incidences. Mais il n'y a rien de pire que ne pas passer à l'action. Je vais te prendre un exemple. Et je vais prendre volontairement un exemple sur deux profils qui sont des très, très hauts profils. Alors, on n'a pas que des clients comme ça, mais voilà. Il y a quelques années, le directeur financier d'un grand groupe que vous connaissez dans la téléphonie, je ne dirai pas son nom, évidemment, mais me contacte et me dit « Manuel, je voudrais investir 10 millions. 10 millions d'euros cette année en immobilier avec votre société. » Je dis « Génial », c'était il y a 2 ans. Donc, moi, j'étais déjà hyper fier à ce moment-là d'être contacté par ses soins parce que c'était une marque de confiance très forte. Et cette personne-là n'a jamais acheté un euro d'immobilier avec nous. Et à mon sens, elle achètera très peu d'immobilier par rapport à sa capacité d'endettement. Et là, voilà pourquoi. Parce qu'en fait, c'était une personne très, très intelligente, vous en doutez bien, grandes études, etc., etc. Et pourtant, très cérébrale, et elle bloquait sur tout, sur des petits points de détail. Elle n'osait pas se lancer, elle n'osait pas passer à l'action. Et moi, j'ai fini en disant, je suis vraiment navré qu'on ne puisse pas t'accompagner, mais parce qu'on avait beaucoup échangé pendant des mois, on lui proposait des super opérations. À chaque fois, il trouvait un petit truc, parce qu'en fait, en immobilier, rien n'est jamais parfait. Mais comme dans la vie, en fait, si tu cherches l'opération du siècle la plus parfaite sur le rendement, l'emplacement, la vue, le machin, le truc, tu n'achèteras jamais rien. Est-ce que moi, Manuel Ravier, quand j'investis, malgré le fait que j'ai 120 personnes et que on nous montre des projets tout le temps pour des clients, etc., est-ce que j'achète des trucs stratosphériques qui n'existent nulle part ailleurs, le projet parfait à chaque fois? Non. Sinon, j'aurais peut-être 3 biens.
en 6 ans. Là, j'en ai 70. Quand tu es investisseur immobilier, l'idée, c'est que tu achètes des biens qui sont bien sûr rentables, bien placés dans la ville, etc., des biens qui sont sains. Une fois que tu as analysé que c'est rentable, que c'est sain, que c'est bien, il faut y aller. Parce que le temps que tu vas repousser cette offre parce que tu attends le projet du siècle, en fait, des mois vont s'écouler, pendant lesquels tu ne touches pas de loyer, etc. Et en fait, c'est de l'argent perdu. Et peut-être que tu aurais voulu idéalement acheter ce bien-là 10 000 euros de moins. Et en fait, ces 10 000 euros, ça dépend le bien, les loyers, etc. Ça représentait 2 mois de loyer sur un gros projet, tu vois, ou sur d'autres sommes. Et tu vois, ce profil-là, qui est un très gros profil qui voulait investir 10 millions, je vais te faire un comparatif avec un autre profil que j'ai en client. Je suis très heureux d'avoir en client qui est quelqu'un que peut-être les auditeurs connaissent et probablement on parlera ensemble en 2021, qui est un entrepreneur et qui vraiment m'impressionne parce qu'il est jeune, il est talentueux, etc. Mais surtout parce qu'il sait passer à l'action. Il est venu me voir, il ne connaissait rien à l'immobilier, il m'a dit Manuel, je voudrais investir encore une fois une très grosse somme, 10 millions. Et il m'a dit, donc là je me suis dit, bon, on va voir si lui passe à l'action, parce que vouloir c'est bien, mais le faire c'est autre chose. Et il s'est documenté, il m'a dit, je voudrais qu'il me fasse une mini-formation. Donc là c'est un client VIP. Je lui ai appris des choses, je lui ai appris la logique immobilière, il a regardé nos vidéos, il a appris des choses. Là il m'a dit, je pense que j'ai pigé. Je lui ai proposé un projet, 2 projets. Au deuxième, il s'est positionné, un magnifique projet que je couvrirai sur la chaîne d'ailleurs YouTube, qui est en train de sortir là. Et il m'a dit, j'y vais, let's go. Il m'a pas dit, il a creusé, mais après il a su se lancer. Et après il m'a dit, j'ai bien compris que si je voulais implémenter, passer vite à l'action et me développer un patrimoine important, il y a un moment pour la réflexion, l'analyse, et il y a un moment pour l'action. Et si tu attends à chaque fois, et c'est un peu le sens de mon exemple, j'ai fait l'exemple sur 10 millions, je peux te faire l'exemple sur 200 000 euros. Si tu te lances aujourd'hui, que peut-être tu vas acheter 2 biens à 100 000 euros, ton objectif c'est de te dire en 2021, j'ai investi 200 000 euros dans l'immobilier à travers 2 biens. Si tu mets à chaque fois 6 mois pour réfléchir, tu cherches un bien qui n'existe pas, etc., tu n'investiras jamais, ou alors tu investiras un bien en 5 ans et tu perdras beaucoup d'argent. Donc, mon leitmotiv, c'est de se dire, toujours la même logique, savoir se former, savoir agir quand il faut et quand on a la bonne opération, et c'est ce qui fait la différence de succès entre 2 entrepreneurs de l'immobilier, comme je les appelle, 2 investisseurs immobiliers, et ensuite, savoir aussi analyser ta capacité d'endettement, parce que là, je t'ai pris des exemples très hauts, mais on s'en fout. Nous, nos clients commencent sur des projets, ils peuvent commencer sur des projets à partir de 100 000 euros, tu vois, on ne fait pas que des projets à plusieurs millions, évidemment pas. Et donc, la logique, c'est quoi? C'est que tu te dises, en écoutant ce podcast, combien je gagne chaque mois, quel est mon niveau d'endettement et quelle est ma capacité d'endettement. Donc, tu vas essayer de le calculer, déjà de ton côté, tu trouveras des infos sur Internet. Tu vas essayer d'aller voir ton banquier. Donc là, c'est pas compliqué. C'est le banquier qui s'occupe aujourd'hui de tes comptes. C'est peut-être ton banquier de famille ou ton banquier depuis toujours. Tu prends un rendez-vous avec lui, tu me fais plaisir, tu passes à l'action. Tu vois, une petite action, on va entraîner de grandes choses pour toi. Et tu lui dis à ce banquier, voilà, je voudrais investir aujourd'hui dans l'immobilier. Combien je peux investir par rapport à ma situation? Est-ce que vous me suivez? Ok. Si vous suivez, il va déjà vous donner une enveloppe. Et après, avec cette enveloppe, essayez de voir quels sont les biens les plus adaptés à ta stratégie en termes de rentabilité, d'emplacement, etc. Voilà. Mais on peut tous investir dans l'immobilier. C'est vraiment la logique. Même ma petite sœur, en étant étudiante, je l'ai fait investir dans l'immobilier. À sa hauteur, tu vois, elle a fait un crédit étudiant. Elle a acheté une studette à Paris à 60 000 euros que je lui ai trouvé. Évidemment, je lui ai trouvé une pépite à 9 mètres carrés, tu vois. Et à partir de là, ça c'était il y a 3 ans, sa studette, qui était déjà un très bon coup, doit valoir beaucoup plus. Tu vois, elle doit valoir déjà 110 000 euros. Et elle a un patrimoine. Et je peux te dire que ma sœur, elle est étudiante dans le social, au SMIC, employée par l'État. Elle n'a même pas un CDI parce que l'État peut faire des CDD pendant 6 ans. C'est ce qu'ils appellent des contractuels, c'est scandaleux, mais bon, un autre débat. Et elle a déjà acheté 2 biens immobiliers avec cette situation-là. Tu vois. Et donc, c'est incroyable. Elle allait plus loin que ce vers quoi elle serait allée si elle n'avait pas eu cette information. Bon, là, elle a eu son grand frère, ça aide. Mais voilà, tu as cette info aujourd'hui en écoutant le podcast. Tu te dois d'agir, tu as ce devoir-là, de passer à l'action. Complètement. Après, du coup, il y a 2 logiques. Il y a d'un côté la possibilité d'avoir de l'investissement, on va dire, plutôt patrimonial, plutôt bien situé, avec pas forcément une très très bonne rentabilité, mais au moins une revente sûre, avec potentiellement une prise de plus-value. Et puis de l'autre côté, alors là, c'est effectivement, la perle rare n'existe pas, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est plutôt à toi de créer cette perle, finalement, à développer les travaux qu'il faut, avoir ton déficit foncier, que ça puisse te servir pendant plusieurs années. Voilà, plutôt avec cet aspect investissement locatif, avec une bonne rentabilité. Comment est-ce qu'on fait pour se positionner entre les deux? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors oui, nous, ce qu'on voit globalement, c'est que pour un peu schématiser et faire un peu un cliché, quand on démarre dans l'investissement immobilier, quand on démarre dans la vie, si là pour le public jeune, qui est peut-être jeune actif, qui a eu son premier CDI, etc., si vous n'avez pas bien sûr hérité
de millions par votre famille, parce qu'il y a aussi les gens qui ont cette chance-là, tant mieux pour eux, qui vont être peut-être dans une approche plus patrimoniale, mais ceux qui démarrent et qui veulent utiliser au maximum l'immobilier en partant de zéro, ce qui a été mon cas pour se développer un patrimoine, eh bien, ils vont commencer en général par des biens avec plus de rendement. Tu vois ? Et à l'inverse, plus les gens prennent de l'âge, plus les gens ont des revenus importants, peut-être de l'épargne. Nous, c'est ce qu'on voit dans nos clients. On a des gens qui peuvent être à l'étranger, des expatriés, des non-résidents. On peut avoir des gens qui sont des cadres, qui ont 40, 45, 50, 60 ans, qui ont bien réussi dans la vie et qui, du coup, ont de l'épargne, ont peut-être déjà un patrimoine. Et bien, eux vont plus aller vers des investissements moins risqués, entre guillemets, avec moins d'emmerdes, parce que je vais en parler juste après. Plus on a de rendement en général, plus on a d'emmerdes, parce que c'est le coût du risque. Et donc, on va aller vers des investissements plus patrimoniaux avec aux deux extrémités des gens, pour vraiment vous mettre le pôle Nord, le pôle Sud, entre guillemets. Vous avez d'un côté des gens excessivement riches qui vont investir à Paris 6e, où le mètre carré coûte 15 000, 20 000 euros, et où moi, personnellement, je n'investis pas, où je ne peux pas investir, même si j'ai bien réussi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat immobilier. Ça n'aurait pas de sens aujourd'hui, parce que c'est des biens qui sont hors de prix à l'achat, et que vous avez des très mauvais rendements. Et pour autant, ça peut faire partie d'une stratégie d'investissement. À l'autre extrême, vous avez des gens qui ont un travail qu'ils détestent, peut-être des ouvriers qui travaillent à la chaîne. Moi, je l'ai fait quand j'étais étudiant, ce travail-là à la chaîne. Je peux comprendre qu'on a envie de quitter ça. Je l'ai fait pendant 3 mois, je peux vous dire, c'était très dur mentalement, hein, je ne parle même pas de physique, c'était très très dur. Donc voilà, ils sont courageux et qui se disent, moi je veux changer de vie. Je ne supporte plus d'aller travailler tous les jours à la chaîne, dans des conditions peut-être difficiles, ou des travaux qui sont difficiles physiquement, tu vois. Et eux peuvent avoir la stratégie de se dire, je voudrais des biens tellement rentables que très vite, je peux quitter mon emploi. Et donc, eux vont aller vers le maximum de rendement, c'est assumé. Et le maximum de rendement, c'est le maximum de risque, entre guillemets, ou d'emmerde. Ça va être du Airbnb dans des villes, de toutes petites villes en France, parce qu'ils vont acheter très peu cher le bien, ils vont le rénover, ils vont le louer si ça s'y prête en saisonnier ou pas. Voilà, ça peut être certains que j'ai rencontrés investissent dans des cités, parce qu'ils sont originaires de cités, ils connaissent bien l'endroit. Je ne mettrai jamais un pied dans des quartiers, et j'enverrai jamais des clients dans ces quartiers-là à titre perso, parce que je trouve que c'est compliqué. Tu vas avoir un public qui va être peut-être à problème. Il faut oser déjà aller faire une réparation. On sait qu'on est dans certaines cités françaises ou dans un état, ce n'est pas le sujet, mais de dangerosité très avancée. Voilà, mais globalement, tu as ça. Plus tu vas dans des quartiers chics, au centre des grandes villes, les quartiers les plus cotés, les plus chers à l'achat, plus ton rendement locatif va être bas. Et plus tu vas dans des zones où l'immobilier n'est pas cher, donc ça va être quoi? Ça va être loin des grandes villes, ça va être la France profonde. Je ne dis pas comme une insulte, j'adore mon pays. Des petits villages qui peuvent être magnifiques, mais qui sont un peu désertiques aujourd'hui. Tous les jeunes s'en vont parce qu'il n'y a pas de travail. L'immobilier ne coûte pas cher du tout. Mais voilà, moi, je voudrais juste te dire un petit mot là-dessus. Quand tu démarres, même si tu veux du rendement, essaie quand même de rester à proximité des grandes villes et de bien valider la demande locative. Parce que parfois, je vois sur des groupes Facebook des gens qui disent, qui sont un peu inconscients, à mon avis, et ça me fait de la peine, et qui disent, je voudrais investir dans cette ville-là. Ils ne la connaissent pas, uniquement parce que les prix de l'immobilier sont bas. Mais moi, je dis toujours, l'immobilier, avant tout, quand tu as un bien immobilier, tu es propriétaire d'un bien immobilier, c'est des dépenses, c'est des coûts. Avoir un bien immobilier, et moi j'en ai pas mal, je peux vous le dire, hein, c'est des taxes foncières, c'est de l'entretien. Il faut entretenir ton bâtiment, sinon à un moment il s'use et il s'effondre. Je grossis le trait. Mais voilà, ta façade va s'abîmer, ta toiture va s'abîmer, tes parties communes vont s'abîmer, ton appartement en lui-même va s'abîmer, il faut le chauffer, ça coûte de l'argent, il faut mettre de l'eau pour les locataires. Donc avant d'encaisser des loyers, c'est des coûts. C'est magnifique, c'est rentable parce que tu as un locataire. Mais si tu n'as pas de locataire, tu n'as que les coûts. Et c'est aussi un crédit immobilier si tu le finances à crédit. Donc attention aux investisseurs qui nous écoutent à ne pas tomber dans les sirènes, entre guillemets, du rendement à tout prix et d'aller se mettre dans des bourbiers à des endroits où il n'y a pas assez de demandes locatives, où ils vont se retrouver à ne pas pouvoir louer le bien et essayer de rester globalement en périphérie des grandes villes. C'est ça un peu le conseil aujourd'hui, en périphérie des grandes villes. Grandes villes, ce n'est pas que Paris et Lyon et Bordeaux. On a plein de villes dynamiques sur l'emploi, mais vérifiées avec le site de l'INSEE. Enfin, il y a énormément de sites. Avec les sites quel quartier, sur la qualité de vie, vérifier un petit peu les infos sur la ville. Est-ce qu'elle est dynamique? Est-ce que le solde démographique, c'est-à-dire est-ce que chaque année, il y a plus de gens qui arrivent et qui partent? Est-ce que la population est vieillissante? Est-ce que la population a du travail? Vous aurez sur les sites de l'INSEE des informations sur les taux de chômage. Voilà. Donc voilà. Et est-ce que le logement, et là j'en reviens vraiment au point immobilier, est-ce que le logement est bien situé dans la ville? Là, soyez très très prudents. Pourquoi? Je vois parfois moi des boîtes qui prétendent faire un peu ce qu'on fait et qui vont vous vendre un bien au bout de la France sans connaître la ville.
parce que sur le Bon Coin, ils ont vu qu'il y avait une bonne renta. Ce n'est pas possible. L'immobilier, c'est du local. Attention, moi je le dis toujours chez Investissement Locatif, c'est toujours cette phrase, mais à Marseille, mes chasseurs et mes équipes ont l'accent marseillais. À Lille, ils ont l'accent du Nord. Tu vois, mais c'est ma fierté, c'est ce qui fait la richesse du truc. Mais je peux vous dire que chaque rue est connue par mon chasseur marseillais. Tu vois, et d'une rue à l'autre, ça peut changer énormément en fait. Et à Lille, c'est pareil, et c'est pareil dans toute la France. Donc moi, parfois, on me demande des conseils dans une ville où on n'est pas présent. Je suis incapable de te dire si dans telle ville que je ne connais pas, c'est intéressant. C'est pas parce que j'y suis pas avec mon entreprise que ce n'est pas intéressant. Donc, à côté de chez toi, toi qui nous écoutes sur le podcast, tu as probablement des opportunités immobilières. Il y en a presque partout. Mais sois très prudent. Croise les infos peut-être avec plusieurs agents immobiliers locaux. Fais-toi un vrai avis. Parle avec des gens qui ont déjà investi. Essaye de comprendre le marché pour ne pas faire de conneries. Parce que la connerie que tu vas faire en immobilier, tu vas la traîner pendant de nombreuses années. Et ça peut te coûter cher. Ouais, tu parlais de l'INSEE, il y a plein de façons de pouvoir vraiment s'assurer que son bien corresponde bien. Au niveau de tout ce qui est taux de rentabilité et ainsi de suite, tu disais ça apporte aussi plus de difficultés. Maintenant, on a la possibilité aussi de se couvrir de ces risques-là. Alors, il y a des assurances loyers impayés, il peut y avoir aussi des agences qui vont pouvoir gérer toute la partie gestion locative. Si par exemple tu es à l'étranger, il y a de plus en plus de choses qui se font. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi une des choses que vous pouvez faire de votre côté. Oui, alors nous, on assure la gestion locative, mais il n'empêche que globalement, plus tu as du rendement, il n'y a pas que le risque d'impayé, tu as aussi le côté vacances locatives, le dynamisme, tu peux avoir la qualité des locataires, effectivement, oui, mais ça tu peux le couvrir avec les assurances loyers impayés, ça a un coût. Tu vas avoir également un point qui est très important, là on parlait que de loyer perçu, tu vois, donc le loyer perçu, c'est simple, hein, c'est ton loyer multiplié par ton taux de remplissage. Ton taux de remplissage, je ne parle pas en location courte durée, mais c'est pareil d'ailleurs, c'est combien de mois par an c'est loué. Parfois, je vois des gens qui faisaient des investissements étudiants dans des villes. Sur le papier, c'était beau, mais en réalité, ils louaient que 9 mois. Donc, on t'annonçait une renta sur 12 mois où finalement, je te dis n'importe quoi, tu étais à 9 de renta, par exemple. En réalité, il te manque sur l'année 3 mois. Parce que pendant 3 mois, c'est vide. Donc, tu ne perçois pas ces loyers. Donc, ton ratio, il faut faire 9 mois divisé par 12 mois, multiplié par ton loyer, donc ton rendement pas. Okay, donc, tu passes de 9 de renta à un peu moins de 7. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. C'est juste que tu dois, en tant qu'investisseur immobilier, prendre tous les paramètres en compte. Le deuxième point, en dehors des loyers, qui est important, c'est le point de la revente. Tu vois, ça, c'est un point hyper important parce que souvent, les gens, quand ils achètent, ils sont tout feu, tout flamme, ils ne s'imaginent pas vendre. Moi, je dis toujours, un acheteur, c'est un futur vendeur. Même si tu as un projet long terme, que tu te dis, je ne l'achète pas pour le vendre, j'achète pour le louer, ça sera très bien, un jour, tu vas le vendre. Je te le garantis. Et si ce n'est pas toi, ce sera tes enfants. Tu vois ? Mais il y a un moment, le bien immobilier va changer de main. Et ce jour-là, il vaudrait mieux pour toi, en tant que propriétaire immobilier, qu'il y ait un acheteur en face. Si on prend l'exemple, pour peut-être ceux qui m'écoutent et qui ont beaucoup voyagé en France, moi j'adore, je suis toujours parti en vacances en France parce que mes parents n'étaient pas très fortunés et qu'on voyageait beaucoup en France dans différents endroits. On a des régions vraiment magnifiques. Et il y a énormément de petits villages en France qui sont très très beaux, des villages du sud, enfin pas que dans le sud, dans le sud-ouest, partout. Et pour autant, la population à cet endroit-là, en fait, elle est très âgée, en dehors du tourisme, hein, je parle, hein, bien entendu. C'est-à-dire, en dehors des mois touristiques, la population est très âgée. Il y a beaucoup de bâtiments, c'est saisissant quand tu te balades dans certaines villes françaises qui peuvent être magnifiques. Tu as des bâtiments vides un peu partout. Des fois, tu as même des bâtiments construits collés à une route. Tu te dis, mais pourquoi le mec a construit une maison ici? Et elle est vide et délabrée. Donc, et ces bâtiments-là valent rien. Tu pourrais acheter un immeuble entier à plein d'endroits pour 10 000 euros. Et pour autant, est-ce que j'ai envie de le faire? Et la réponse est bien sûr non, tu vois. Parce que s'ils n'arrivent pas à le vendre, c'est parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Si toi, tu l'achètes aujourd'hui, même si tu fais une belle réno, etc., si demain, il y a le solde démographique, donc on en revient toujours à la même chose, il y a moins d'habitants dans ce village parce qu'il n'y a pas d'emploi, ou il n'y a pas assez d'emploi, tu vois, et que ça devient un peu désertique. Si tu achètes cet immeuble aujourd'hui en te disant, je ne l'ai pas payé cher, j'ai fait des travaux, c'est génial. OK, si tu ne peux pas le louer, tu vas galérer, tu n'auras pas assez de demande. Et de deux, le jour où tu vas vouloir le vendre, tu ne pourras pas le vendre. Ou alors, tu vas devoir le brader à 10 000 euros, 5 000 euros, j'en sais rien. Parce que tu vas être prêt à tout pour t'en débarrasser. Parce que un bâtiment vide, encore une fois, c'est valable pour les vendeurs, mais c'est aussi valable, donc ça peut te servir d'ailleurs pour les négociations, ce que je te dis. On va en reparler après. Mais c'est aussi valable pour toi en tant qu'investisseur. Tu as un bâtiment, au bout d'un moment, il faut que tu le vendes. Parce que ça te coûte de l'argent de le garder. Là, je vais prendre une anecdote. J'ai acheté, l'année dernière, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. J'ai communiqué dessus parce que j'étais comme un gosse. Je me suis acheté à Paris un logement qui a dépassé tous les rêves que j'aurais pu jamais avoir. Un loft entier rénové de 250 mètres carrés avec une piscine intérieure, un truc de malade.
que j'aurais jamais pensé avoir, encore une fois. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que ce loft, je l'ai payé pas cher du tout. Je l'ai touché à moins de 6 000 euros le mètre, rénové. Il faut savoir que l'ancien propriétaire avait fait 2 500 euros de travaux par mètre carré. Donc 6 000 moins 2005, tu vois un peu le truc. Pourquoi je l'ai touché comme ça? Et ça va illustrer ce que je viens de te dire. Le profil, déjà. Le vendeur, c'était qui? C'était un chef d'entreprise français qui a une boîte qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre. Donc, il a quelques revenus. Il a plus de 100 millions d'euros en cash. Enfin, c'est un mec qui prenait sa retraite, qui fait les choses sans être insultant ou vexant, il est blindé. Il avait acheté ce loft en ruine, il a mis un architecte dessus, il a fait des travaux somptuaires, il est arrivé, il a dit là j'ai installé une piscine, là machin. Enfin bon, l'agent immobilier qui m'a raconté ça, celui qui me l'a vendu l'avait vendu aussi. Il avait à ce moment-là, il avait halluciné parce que tu dis pas qu'un mec va arriver, il va dire là je mets une piscine. Enfin, bon, ouais. Il a payé la piscine plus de 200 000 euros juste pour la partie piscine. C'est hallucinant. Je parle des travaux. Hein. Voilà. Et donc, pourquoi je l'ai acheté si peu cher? Parce qu'en fait, il l'a mis en vente très cher parce que c'était un bien de luxe. C'est dans un quartier montant. Pour des raisons personnelles, je ne dirai pas où c'est précisément, mais bon, on s'en fout. Pas très loin des bureaux investissements locatifs qui sont dans le 11e, ça vous donnera une indication. Je suis dans l'Est parisien. C'était dans un quartier montant. Il a fait des travaux qui n'étaient pas forcément en lien avec le quartier. Il est sorti sur un produit, il voulait le vendre au départ 10 000 euros le mètre. Quoi. C'est ce que lui avaient dit les agences immobilières. C'était cohérent sur le produit. Sauf que dans ce quartier-là, avec ce produit-là, il fallait trouver quelqu'un qui avait envie de mettre 2,5 millions et que lui était en concurrence finalement avec des biens qui étaient dans d'autres quartiers de Paris à 2,5 millions. On peut s'acheter un appart dans le 16e, il n'y a pas de piscine, ce n'est pas le même produit. Mais les gens préfèrent parfois être dans un quartier plus chic, entre guillemets, et pas montant, tu vois. Et donc, il l'a mis très cher et il l'a gardé en vente plus d'1 an. Et à un moment, il en avait marre. Pas parce qu'il avait besoin d'argent. Hein. Il a une collection avec 70 voitures anciennes, vraiment dans un autre niveau encore. Mais à un moment, je suis arrivé au bon moment, j'ai aussi eu de la chance. J'ai fait une négo de 300 000 euros. Il était à 1,7 million, je l'ai acheté à 1,450 million, pour vous dire. Et donc, à ce moment-là, en fait, dans la logique du vendeur, ça lui coûtait de l'argent, même s'il s'en fout. Bon, il payait quand même des charges, il avait un logement vide, et puis c'était un truc dans la tête. Ça fait chier quand tu as un bien en vente et que ça traîne. À un moment, tu te dis, j'ai envie de m'en débarrasser. Même si c'est un super bien, tu n'en fais rien. Donc, tu as envie de te dire, il partait dans le sud, j'ai envie de me concentrer sur mes nouveaux projets de vie. J'ai une maison incroyable dans le sud, j'ai ma collection de voitures, j'ai mes trucs. J'ai pas envie de penser, de parler à un agent immobilier à Paris pour lui dire est-ce que le bien est vendu, est-ce qu'il n'est pas vendu, de penser à ça, ça ne m'intéresse plus. Et donc, il a accepté. Et ça, quand vous faites une négo, gardez-le toujours en tête, quand vous faites une négociation sur un bien immobilier, c'est la psychologie du vendeur. À un moment, le propriétaire immobilier veut se débarrasser de son bien, d'une façon ou d'une autre. Parce que ça lui coûte des sous, c'est de l'argent immobilisé, c'est un souci, ça devient un souci. Voilà. Et donc, moi, à ce moment-là, je lui ai dit, je fais une négociation très importante, mais j'irai au bout. Et voici mon dossier financier, c'est validé, c'est solide. Ça l'a quand même vraiment embêté de me le vendre à ce prix-là. Il l'a fait à contre-cœur. Même lui, hein, il n'a pas envie de perdre d'argent. Et d'autant plus que le lendemain où il a accepté mon offre de manière écrite, il a eu une offre 100 000 euros plus chère, mais c'est véridique. Alors qu'il n'avait pas eu d'offre pendant très longtemps, mais c'est souvent comme ça dans l'immobilier en fait. Il y a des vagues, on ne sait pas pourquoi, mais on a un bien en vente et puis d'un coup, on se prend plusieurs offres alors qu'on n'en avait pas pendant longtemps. Bon, bref. Et voilà, et c'est vraiment ce que je voulais te dire. Quand tu es propriétaire immobilier, tu es un futur vendeur. Garde toujours ça en tête. Il faut que le bien que tu achètes aujourd'hui, tu te dises, bah, demain, il sera revendable. S'il n'est pas revendable, ça peut faire partie de ta stratégie. Tu te dis, il y a un rendement hallucinant et je le paye en 5-10 ans. Donc, ce n'est pas important la revente. Globalement, fais toujours attention à ce point-là. À ton sens, quelle stratégie privilégier pour de l'investissement locatif pour une personne qui souhaite dégager de plus en plus de cash flow? Plutôt des faibles mensualités sur un temps long en achetant beaucoup d'appartements, ou bien des grosses mensualités sur un temps court pour ensuite te servir du coup des loyers de l'appartement qui ont été payés pour en acheter d'autres? Alors ça, c'est une erreur, c'est un point très important, c'est une erreur qui est commise très souvent. C'est clairement la situation numéro 1. Souvent, quand on démarre, parce qu'on a une éducation qui est faite comme ça, moi j'ai eu cette éducation-là encore plus parce que ma mère est assistante sociale, donc elle voyait des dossiers de surendettement. Donc j'ai été éduqué avec l'idée que le crédit c'était mal. Tu vois, on me disait, ma mère m'a toujours dit, le crédit, moins t'en as, mieux tu te portes. Tu vois, donc le moins possible. Le fils ne fait jamais de crédit, quoi, quasiment. Ils ont fait un crédit pour leur maison, mais en dehors de ça, évidemment, jamais de crédit conso. Ça va de soi, c'est du bon sens. Mais même pour l'immobilier, au début, quand j'ai commencé à acheter, elle me disait, mais t'es fou. Quand j'ai commencé à lui dire, j'achète ça, elle m'a dit, mais fils, tu es fou. Va travailler dans une banque parce que tu as les diplômes pour, et tu auras ton CDI, tu seras sécurisé, tu pourras couler ta petite vie tranquille, entre guillemets. Alors, c'est justement une idée reçue auquel il faut tordre le cou. Quand tu investis dans l'immobilier, tu achètes
Alors, sur les crédits conso, déjà, il ne faut pas en faire, ou le moins possible, ça effectivement. Sur les crédits immobiliers, il faut en faire le plus possible, c'est l'opposé, sur les durées les plus longues possibles, tout en restant raisonnable, c'est-à-dire 20 ou 25 ans, les durées. 30 ans, je ne suis pas forcément pour, parce qu'au bout d'un moment, ça fait exploser quand même le coût du financement, donc ça se regarde, ça se calcule. Mais on va dire 20 ou 25 ans, donc des durées longues, ça va dépendre aussi de votre âge. Si tu m'écoutes sur ce podcast et que tu as 60, 65 ans, on ne va pas emprunter forcément sur 25 ans non plus, donc il faut s'adapter à la situation de chacun. Mais la logique, c'est 20-25 ans pour du locatif. Pourquoi? Parce que plus la durée est longue, si tu fais sur 25 ans plutôt que sur 10 ans, tu auras une mensualité plus petite. Ça va de soi. Et donc, ça va moins te pénaliser sur ta durée d'emprunt, sur ta capacité d'emprunt. Déjà en 1. Deuxièmement, tu l'as très bien dit, tu auras une mensualité plus petite, tu auras le même loyer, donc tu auras un meilleur cash flow. Et donc, ça va te permettre d'enchaîner les biens et de continuer. Alors que si tu te dis, j'achète ce bien-là sur 10 ans, si tant est que tu puisses le faire, parce que ça veut dire que ça va être des mensualités très importantes, quitte à compléter tous les mois avec mon argent de mon revenu salarié, par exemple, eh bien, en réalité, tu ne pourras pas faire d'autres opérations. Le banquier va te dire, bah là, vous êtes déjà au maximum de votre capacité d'endettement, donc je ne vous reprête pas, revenez vous voir dans 10 ans, en fait. Tu vois? Alors que d'un côté, tu vas pouvoir peut-être acheter un bien, deux biens, alors ça dépend de la situation de chacun, etc., mais tu vas peut-être pouvoir acheter plus de biens, donc rembourser au final sur plus d'années, mais plus de capital, et développer ton patrimoine immobilier. Voilà, tout simplement. Ok. En termes de processus, alors c'est souvent une question qui revient régulièrement quand on souhaite se lancer dans l'investissement locatif. Est-ce qu'il est préférable d'acheter sa résidence principale avant ou après ses premiers projets? Alors ça dépend. Ça dépend. Globalement, il vaut mieux l'acheter après. Globalement, il vaut mieux investir au maximum, et je vais expliquer pourquoi, dans l'immobilier locatif et acheter en dernier, entre guillemets, sa résidence principale. Encore une fois, pour revenir sur ma situation, j'en suis un peu la preuve. J'avais énormément de dettes. Quand j'ai acheté ma RP, à travers un montage spécifique d'ailleurs, je ne la détiens même pas en direct, mais quand j'ai acheté ma résidence principale, mon loft, en fait, pour resituer, j'avais acheté déjà pour plusieurs millions d'euros d'immobilier. J'étais en rendez-vous dans une banque, je racontais cette anecdote, j'étais en rendez-vous place de l'Opéra, dans une des deux banques qui est sur la place, en banque privée, et j'étais en train d'essayer de lever 2 millions pour investir dans des immeubles à Marseille. Et donc, je vais les voir pour ça. On discute, et dans ce bureau-là, vu sur la place de l'Opéra, le genre de rendez-vous qui fait plaisir quand tu es investisseur, c'est flatteur. On aime les belles choses, quoi. Et là, ils me disent, sur les 2 immeubles à Marseille, ça semble être des très bons produits. 2 millions, ok, on va étudier, mais je pense que c'est bon. Mais pourquoi vous n'achetez pas votre résidence principale? Et c'est là vraiment où je veux en venir. Et c'est eux qui me disent ça. Sinon, je ne l'aurais jamais acheté. Donc, il faut savoir être opportuniste quand on est investisseur immobilier. C'est eux qui me tendent cette perche. Ils me disent, Manuel, pourquoi tu n'achètes pas ta résidence principale? Je leur dis, mais on se parle très franchement. Je leur dis, mais vous avez vu mon niveau de dette? Vous êtes fous. Je leur dis, vous avez vu, je suis surendetté, entre guillemets, tu vois. Je leur dis, pourquoi vous voulez que j'achète encore ma résidence principale? Je leur dis, parce qu'à Paris, j'ai une famille. J'attends, en plus, à ce moment-là, j'attendais. Non, mon fils était déjà là. On est 4. Donc, si j'achète le moindre appartement familial à 100, 120 mètres carrés, c'est ce que je voulais acheter à ce moment-là, ça va coûter entre 1 et 1,5 million. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Et ils m'ont dit, mais là, c'est pas pareil, Emmanuel. Oui, tu es très endetté, mais là, c'est ta résidence principale. On te suit les yeux fermés. Je suis sorti de ce rendez-vous, sincèrement, j'étais sonné. J'étais groggy, quoi, tout excité et sonné. J'ai appelé Michael immédiatement, parce que j'étais tout seul au rendez-vous, et je lui ai dit, ils veulent qu'on achète nos RP. Il m'a dit, mais ils sont cons, quoi. Non, mais, tu vois, ils ont dit, première réponse, il m'a dit, mais ils ont dit quoi sur les immeubles? Ils m'ont dit, non, mais les immeubles, il n'y a pas de problème, ils vont étudier et tout, mais ils me conseillent d'acheter les RP. On est un peu comme des cons, quoi, parce qu'on se dit, mais on n'aurait jamais cru. Et à ce moment-là, on s'est mis en recherche, et tu vois, pour resituer, je te prends l'exemple, une illustration, quoi. Encore une fois, c'est sur des niveaux, voilà, moi j'ai démarré il y a 6 ans, j'ai investi comme un malade, c'est mon métier, je suis passionné. Bon, les gens n'auront pas tous mon parcours, et c'est pas nécessaire d'ailleurs, pas du tout nécessaire. Mais pour te dire, j'étais arrivé à une capacité d'endettement où j'étais quasiment bloqué. Et pour la résidence principale, ils ont voulu le faire. Et d'ailleurs, Michael, je l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé, j'étais très content. Une maison dans Paris, avec jardin, un truc de malade. Et pareil, ils l'ont financé en fait. Alors qu'on était déjà très endetté. D'ailleurs, quand mon dossier de loft est passé, une banque bleue, dont je tairai le nom, m'a dit que j'étais endetté à 72% selon leur calcul. 72%. Chacun a un niveau de calcul différent, mais pourtant, ils ont mis le coup de tampon, ils ont validé. D'ailleurs, ils continuent à nous financer parce que, encore une fois, j'ai une situation anormale. Je ne suis pas en train de dire à tes auditeurs, c'est facile, parce que parfois on me le dit.
On me dit, Manuel, mais tu m'as dit que toi, c'était possible, tu as pu t'en... Non, c'était 92% d'ailleurs, je vous jure, c'était 92%. Toi, tu l'as fait, donc je peux aussi monter à des niveaux d'endettement comme ça. Ça serait mentir. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. C'est compliqué aujourd'hui, le financement, c'est un sujet. On peut travailler dessus et on accompagne d'ailleurs nos clients dessus de plus en plus. Mais en tout cas, c'est possible. Il faut se battre et y croire et faire plusieurs banques. Et donc, commencer par de l'investissement immobilier parce que tu vas d'abord investir dans des produits qui vont générer des loyers, tout simplement. Et donc, tu vas pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5 projets. Alors que si souvent les gens achètent leur RP, bah, moi, je prends toujours cet exemple. Je dis, imagine, je parle à quelqu'un, un auditeur, qui gagne, qui est jeune actif, qui a fait des études et qui, du coup, gagne, je sais pas, 2500 € par mois. Okay, il démarre dans la vie, il est cadre, exemple. Eh bien, cet auditeur-là va aller voir sa banque pour acheter sa RP. La banque va lui dire, bah voilà, vous pouvez vous endetter à 30, 33 ou 35%. Il va prendre son salaire 2005, il va diviser par 3 et il va regarder ce qu'il peut acheter avec ce montant-là, plus c'est son épargne. Tu vois ce que je veux dire? Il ne va pas se dire, je peux m'endetter à 800 € par mois. Ok, donc je vais m'endetter à 300 pour ma résidence principale et puis le reste, je vais le mettre dans le locatif. Non. L'esprit humain, et c'est bien logique, c'est toujours de se dire, bah, je veux le mieux. Si tu me dis, je peux acheter sur un budget de 200 000 €, je ne vais pas regarder des trucs à 100 000. Je vais direct me projeter et acheter au maximum de ma capacité d'endettement. Ce qui fait qu'en fait, derrière, bah, tu vas être bloqué. Tu vas retourner voir ton banquier, tu vas voir acheter ta RP, tu vas être content. Tu retournes voir ton banquier, il va te dire, bah, c'est bien, mais là, vous êtes endetté au max. Et là, vous allez dire au banquier, mais vous auriez pu me le dire avant, je vous avais demandé. Ah bah ouais. Mais... Complètement. Voilà. En quelques mots, comment est-ce que tu t'es formé et est-ce que tu as des livres qui t'ont particulièrement marqué ces dernières années? Alors oui, premièrement, je vais faire un peu de pub pour le livre de mon associé, Michael Zonta, qui a écrit Vive l'immobilier et vive la rente. C'est volontairement un peu accrocheur, vive la rente. On s'est dit qu'on allait mettre ça parce que c'est un gros mot en France, le mot rentier. Donc, Vive l'immobilier, vive la rente aux éditions PACA, donc PACA Édition. C'est dispo sur la FNAC, Amazon, etc. Après, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est de Julien Delagrandane, donc un big up, qui est un super bouquin, qui est l'investissement locatif ou l'investissement immobilier locatif intelligent. C'est un best-seller qui est très bien. Et après, on a beaucoup de vidéos sur YouTube pour ceux qui veulent se former. On a 300 ou 400 vidéos de conseils gratuites. La chaîne s'appelle Investissement locatif, soit des vidéos de moi, soit des vidéos de Michael, où vous apprendrez déjà beaucoup. Honnêtement, juste avec ça, vous avez déjà largement assez, peut-être même trop, pour passer à l'action. Donc voilà, après, c'est une question d'action. Et après, comment moi, je me suis formé, en apprenant, encore une fois, on a commencé par la gestion immobilière. Et donc, en fait, quand on a commencé l'investissement immobilier, ça faisait déjà 2 ans qu'on gérait des biens en location meublée à Paris. On avait déjà une excellente connaissance du marché locatif, tu vois. Et donc, on ne s'est pas lancé au hasard. Et ça rejoint un peu ce que je disais. C'est très important d'avoir une connaissance marché et elle s'acquiert aussi avec l'expérience. Donc, il faut vous lancer, vous allez apprendre. Et après, on apprend. Et encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup, même de mes investissements. Et nous, en fait, chez Investissement Locatif, quand il y a un truc qui se passe moins bien qu'on l'aurait voulu sur un projet, c'est pas grave, tout est rattrapable en immobilier. Quand on est bien accompagné et qu'on ne fait pas de grosses conneries, tout est rattrapable. Ça peut juste au pire coûter un peu de sous. Et donc voilà, nous, c'est aussi notre job chez Investissement Locatif de vous garantir à tous ces niveaux-là, avec nos architectes, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, etc. Mais voilà, simplement, c'est de se dire, comme je dis toujours à mes équipes, on a fait l'erreur, c'est pas grave. Une erreur, c'est absolument pas grave d'en faire, on en fait tous. Et on fait des erreurs parce qu'on fait des nouvelles choses. Donc c'est bien, on apprend. En revanche, ce qui est très grave chez nous, c'est de faire la même erreur plusieurs fois. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas appris. Et ça veut surtout dire que l'erreur qu'on a faite n'a pas été intégrée à nos process. Parce que nous, notre challenge aujourd'hui, on est 120. On fait une erreur, c'est qu'elle puisse bénéficier. Tu vois, je le vois comme quelque chose de bénéfique. En tout cas, il faut en tirer des leçons. Et qu'immédiatement, on fasse circuler l'info, on valide nos process et on puisse s'améliorer. C'est vraiment ça qui fait la différence sur la qualité. On a fait plusieurs milliers d'opérations chez Investissement Locatif en cumulé. Et c'est cette expérience-là aujourd'hui qui, à mon sens, a vraiment de la valeur pour nos clients. C'est ce qui leur permet d'être garantis et d'avoir la meilleure expérience aujourd'hui du marché, de loin. Ouais. Et ça, en immobilier, ce qui va faire la différence, c'est l'expérience. Et c'est l'expérience locale, l'expérience accumulée sur des années, des centaines, des milliers de projets. Et voilà, et tu apprendras aussi dans ta carrière d'investisseur, toi qui nous écoutes, et tu feras des erreurs, mais ce n'est pas très grave, parce que si tu t'es formé avec les vidéos, en lisant des livres et en te formant, tu ne feras pas les grosses erreurs les plus graves. Tu feras des erreurs, mais elles t'apprendront à avancer. Ouais. On arrive déjà au bout, le temps passe à une vitesse folle. Une question que j'aime beaucoup poser à chaque personne que je reçois, quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans? Le conseil que je donnerais,
le conseil que je donnerais à la personne à qui j'étais à 10 ans, bah, c'est un peu ce qu'on a fait, mais peut-être encore plus aujourd'hui. 10 ans après, il y a beaucoup plus de conseils gratuits sur Internet, ou payants, mais même en gratuit. Je donnerais ce conseil, je dirais, lis plus de livres. J'en ai peut-être pas lu assez sur l'investissement immobilier, il y en avait moins à l'époque, hein, mais lis plus de livres avant de démarrer et n'attends pas. Essaie d'accélérer encore plus fort, parce qu'à mon sens, je le vois encore avec le recul, hein, j'ai déjà un parcours incroyable, mais il y a des choses, j'ai des opportunités que j'ai ratées. J'ai raté des deals des fois pour des négos. J'ai des souvenirs sur un bien à 300 000 euros pour une négo de 5 000, je me suis fait doubler par un autre investisseur, alors que c'était déjà une très bonne affaire à 300 000. Aujourd'hui, le même bien vaudrait 500 000. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, j'ai raté des coups. Quand tu es dans le rétroviseur, tu te dis, mais si j'avais su, tu vois? Et aujourd'hui, j'en parle encore plus parce que je me le dis moi-même sur le Bitcoin, tu vois, comme beaucoup de gens, hein, comme toi, auditeur qui m'écoute. De toute façon, c'est simple hein, sur le Bitcoin aujourd'hui, vu l'envolée qu'il y a eu. Les gens se disent soit je suis positionné, mais putain, si j'avais su, j'en aurais acheté plus. Voilà. Soit, si j'avais su, j'en aurais acheté. Je dis juste sur l'immobilier, mais aussi sur d'autres classes d'actifs, c'est le moment. Il va y avoir une hyperinflation, à mon sens, sur tous les actifs. L'immobilier n'a pas encore vraiment démarré son big run qui devrait arriver, à mon sens, d'ici 18-24 mois. Chacun son avis. Il faut que tu te fasses ta propre idée. On est dans l'investissement. Donc, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que s'il y a un problème, tu ne viendras pas me voir. Donc, fais-toi tes propres décisions. Moi, je fais les miennes. Mais à mon sens, avec les taux qu'on a aujourd'hui, avec le niveau de connaissance sur le marché, avec la sous-valorisation de certaines villes, il y a une énorme opportunité encore aujourd'hui. Et il va y avoir des opportunités cette année avec certaines difficultés économiques sur certains opérateurs. Il faut y aller. Il faut arrêter de repousser. Il faut passer à l'action. Et si tu veux passer à l'action avec nous, hein, le but de ce podcast n'est pas de faire une pub, mais si tu veux prendre un rendez-vous avec nos conseillers, tu peux aussi le faire. Je sais pas, on mettra peut-être le lien, c'était OK, sous le podcast. Le rendez-vous est offert. Tu parleras de tes projets avec nos conseillers, on voit si ça match. Et si ça match, banco, tu rejoindras nos clients heureux. Et en tout cas, vraiment, je voudrais finir là-dessus, que tu le fasses avec nous ou tout seul. Moi, je plaide pour l'investissement immobilier, je me bats pour que les gens investissent. Et s'il te plaît, fais-le parce que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, selon ton âge, quand tu seras à la retraite, j'ai vraiment pas envie que tu fasses partie de ceux qui se disent si je l'avais fait, si j'avais pris ces quelques minutes, si j'avais affecté ce temps pour lancer mon projet, j'en serais pas là. Je ne dis pas que tu vas être dans la misère, mais j'aurais plus en tout cas à ma retraite et pour prendre soin de ma famille. Et moi, c'est ce qui fait que je me lève chaque matin, hein, c'est d'aider les gens par des conseils gratuits ou avec nos services, à passer à l'action et à ne pas faire partie de ceux qui se diront si j'avais su. Voilà, je finirai là-dessus. Merci Manuel, merci pour ton temps, pour tous tes conseils. Et puis je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup Jacques. Et puis à très bientôt peut-être sur le podcast ou ailleurs. À bientôt.